vont faire l'objet d'extradition? Je n'ai pas compris en fait. Non, j'ai dit que la France a extradé trois génocidaires, qui sont présumés génocidaires, vers le TPIR. Déjà, ce sont des extraditions qui ont été demandées directement. Trois, peut-être même quatre avec Nao Kouliayo. Mais elle avait demandé aussi en même temps l'extradition de Mounier Chaka et de Mouti Ballota, et puis finalement, suite à des procédures, etc., elle a renoncé à extrader, à demander l'extradition vers le TPIR. Il faut distinguer les extraditions vers le TPIR, qui elles sont systématiquement, normalement acceptées, puisque le TPIR a primauté sur les instances nationales, sur les juridictions nationales. Donc, ça ne pose aucun problème d'extrader quelqu'un vers le TPIR. Par contre, ce sont toutes les extraditions vers le Rwanda qui ont été refusées actuellement, je dirais, par la plupart des pays, à part peut-être deux, je crois qu'il y a un pays de l'Europe du Nord qui a extradé, et tout récemment, les États-Unis ont extradé quelqu'un également. Mais la politique générale, actuellement, c'est de ne pas extrader pour l'instant. Si les juges du TPIR changent d'avis, peut-être que ça fera changer aussi d'avis des juridictions nationales. Oui, parce que si les juges du TPIR acceptent, si vous faites une demande d'extradition, s'il y a une demande d'extradition refusée, les juges du TPIR peuvent demander l'extradition de ces personnes pour lesquelles on a refusé déjà l'extradition. Oui, mais ils ne le feront pas parce qu'ils sont débordés, ils n'ont pas terminé les procès, et donc ils ne prennent plus de nouveaux dossiers. D'accord. Et ma troisième question, c'est le TPIR, c'est un tribunal exceptionnel, mais il a tendance à devenir permanent. Alors, parce qu'on est en 2011, 94-2011, quand même, il y a 15 ans. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, il est prévu la transmission des dossiers aux juridictions nationales, voire rwandaises pour ce jugement? Mais aussi, est-ce que ça ne va pas poser de problème par rapport à, justement, à la menace psychologique que disait entre les Hutus et les Tutsis? Parce que ce tribunal qui perdure, parce que si on fait la référence par rapport au tribunal de Nuremberg, ça s'est arrêté à un moment. Mais là, ça perdure, donc dans la conscience collective, on est encore sous la menace, sous ces... Est-ce que ça, à un moment ou à un autre, on n'arrive pas un peu à mettre un terme, je ne sais pas de quelle façon, à ça? Et je veux savoir aussi les Rwandais qui sont dans cette salle, quand ils y vont, est-ce qu'ils vivent en ce moment cette tension qui est toujours latente finalement avec l'existence de ce TPIR et de ces condamnations, de ces listes de juges, de ces listes, ça a quand même créé une tension. Voilà ma question. Les trois questions. Bon, le rôle de l'Église, bon, il faut dire que l'Église, elle est à la fois au Rwanda, elle a été en partie victime du génocide. Alors moi je ne reviens pas sur la politique de l'Église et de la colonisation, effectivement, qui ont fait ça, etc. Bon, mais l'Église du Rwanda, il faut le reconnaître, a payé cher le génocide, puisqu'il y a un nombre relativement important de prêtres, de religieuses qui ont été tués pendant le génocide. Bon, mais il y a aussi, comme on le voit avec l'abbé Mounier Chaka, des prêtres ou des religieuses, comme on l'a vu en Belgique, qui soit ont été reconnus coupables, soit sont suspectés d'avoir eux-mêmes participé au génocide. Mais là, vous demandez le rôle de l'Église peut-être officielle, l'Église en France et l'Église de Rome. Le Vatican. Alors, l'Église ne se réduit pas au Vatican. En France, il est quand même relativement clair qu'en France, un certain nombre de présumés génocidaires gravitent autour de l'institution ecclésiale. Bon, l'abbé Mounier Chaka n'a jamais été condamné, il ne doit pas être condamné, mais il a toujours été soutenu par sa hiérarchie, la hiérarchie des évêques. Dominique Nao Kouliayo, dont j'ai parlé, travaillait au service de la pastorale au diocèse de Carcassonne, etc. Beaucoup de ces personnes-là sont relativement liées, quelque part, à l'Église. Et c'est vrai que, personnellement, je reproche à l'Église de France de ne pas faire preuve de suffisamment de prudence, au moins de prudence. Je ne demande pas que l'Église condamne à l'avance ces personnes-là, ce n'est pas son rôle, mais au moins faire preuve de prudence en ne leur confiant pas des ministères qui sont au vu et au su de tout le monde.
Alors, il n'y a pas que l'Église catholique, puisque un des présumés génocidaires qu'on poursuit, vous le verrez dans le documentaire, c'est Charles Touaguera, il est pasteur adventiste. Donc, il y a aussi d'autres églises. Hein. Mais je crois que l'Église de France, manifestement, n'a pas pris en compte véritablement les enjeux qu'il y a là derrière, effectivement. Hein. Alors, on retrouve aussi à Rome, au Vatican, on retrouve un certain nombre de prêtres, effectivement, qui sont là aussi, et sur qui pèsent de lourds soupçons de génocide. Il y a d'autres prêtres en France. Oui, donc l'Église... bon. Mais ça mériterait un développement beaucoup plus important. Hein. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Quant au TPIR, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent probablement avoir un avis beaucoup plus pertinent que le mien. Le TPIR n'est pas fait pour être permanent. C'est vrai que depuis quelques années, tous les ans, on demande une prolongation du mandat, tout simplement parce que, scandaleusement, parfois, il y a des procès qui s'éternisent, pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a des gens quand même qui retrouvent, je pense que Jean-François Dupaquier est beaucoup plus spécialiste que moi, mais je l'ai entendu dans la dernière conférence qu'on a faite à Lyon il y a un mois, où c'est une occasion pour un certain nombre de gens, d'avocats, de magistrats, de gagner beaucoup d'argent pendant toute cette période-là. Ils ont intérêt à ce que les procès durent. Hein, ce sont des milliards et des milliards d'euros, de dollars qui sont dépensés au TPIR hein, depuis le temps qu'il existe. Et nous, quand on voit avec quoi on vivote ici en France pour poursuivre les génocidaires, donc le tribunal, le TPIR n'est pas fait pour être permanent. Il aura une fin. Hein, il aura une fin. Mais il y a encore des dossiers, il y a encore des jugements qui ne sont pas faits. Tout récemment, il y a 2 jours, il y a eu celui des militaires, certains militaires qui s'est terminé, mais ils vont faire appel. Donc là aussi, vous voyez, les choses traînent. Mais à un moment donné, oui, alors le TPIR s'interroge pour savoir, puisqu'il y a encore des génocidaires demandés par le TPIR mais qui sont en fuite, et on est en train de mettre en place au TPIR des investigations concernant des génocidaires en fuite, donc recueil de témoins, etc., pour le cas où, même un jour, si le TPIR était fermé et qu'on les retrouve, eh bien on puisse transmettre ce recueil de témoignages vers les instances qui, voilà, alors soit le Rwanda, soit des instances nationales. Franchement, mais j'ai pas tout dit en disant ça. Hein. Réponse très courte par rapport à l'Église. C'est pas exactement mon domaine de compétence, mais par rapport à ce qu'on disait sur la question des mots, l'Église joue un rôle de premier plan sur la question des matrices imaginaires qui sont élaborées au sein de ces établissements. Elle a le monopole de l'enseignement au Rwanda pendant longtemps. C'est une institution, c'est un double de l'État. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette matrice ecclésiastique qui ne s'est pas passé ailleurs. Ensuite, sur le plan factuel, pendant le génocide, le conflit a traversé l'Église, enfin les membres de l'Église, de la même manière qu'il a traversé toute la société. Il n'y a pas eu d'exception ecclésiastique, c'est-à-dire que les prêtres tutsis étaient exterminés. Et il n'y a pas eu forcément de fraternité à l'intérieur des ordres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi pour avoir recueilli le témoignage du frère Joséphite, c'est-à-dire que dans la congrégation Joséphite, les prêtres, les frères Tutsis étaient donnés par les frères Hutus, ou pas protégés. Donc il n'y a pas eu je ne généralise pas le témoignage que j'ai reçu, je dis voilà, je ne juste pas. Juste pour répondre au volet, à l'autre volet de votre question, savoir si la continuation des procès au TPIR contribue à la tension entre le Tutsi et le Hutu. Enfin, je tiens juste à rappeler que TPIR, il n'y a pas de prescription pour les crimes de génocide.
qui est TPIR ou non, il y aura toujours des procès pour génocide, que ce soit au Rwanda ou ailleurs. Donc, à aucun moment, la question ne se pose pas dans ces termes-là, notion ou pas. Je ne dirais pas qu'il y a une atmosphère générale. Quand vous allez au Rwanda, en dehors des procès, il n'y a pas d'atmosphère générale. Moi, je peux avoir des ressentis personnels. Vous pouvez avoir un ressentiment personnel, mais il n'y a pas d'atmosphère générale. Il n'y a pas de tension, les gens ils vivent au quotidien comme nous vivons ici en France. Justement, il y avait Foster qui avait, je crois, levé le doigt, et puis monsieur, justement, il ne faut pas oublier non plus, en matière de tribunaux, la compétence universelle quand même des tribunaux nationaux. Cette compétence universelle. Exactement. Donc il y a une certaine collaboration entre des tribunaux nationaux qui doivent coopérer, et par ailleurs, si là-dessus il y a, suivre un certain nombre de dossiers par rapport au TPIR qui quelque part, est submergé d'un certain nombre de dossiers. C'est pour ça, par ailleurs, qu'on a créé aussi des tribunaux Gacaca pour suivre, pour désengorger un certain nombre de choses. Les tribunaux nationaux, voilà, qui ont une compétence universelle quant à la poursuite d'un certain nombre de crimes aussi, à mine de rien. Bon, enfin. On ne peut que saluer l'action de M. Gauthier parce que, effectivement, il faut traquer tous les génocidaires partout où il se trouve. Et je trouve que son action est très, très importante. Et ça fait longtemps justement qu'il milite dans cette cause et c'est très important. Et par contre, il y a quelque chose qui me gêne chez vous. Vous avez à la bouche chaque fois de présumés génocidaires. Pour un juriste comme moi, pour moi, c'est quand même très grave. Et pour quelqu'un qui connaît quand même la présomption d'innocence, c'est vraiment très, très gênant. Qu'est-ce que vous proposez comme terme? Déjà, ne les accusons pas d'être génocidaires. Alors c'est vrai que non, mais le problème s'est posé. Qu'est-ce que vous proposeriez comme terme? Alors vous voudrait dire des gens suspectés de génocide. Je suis d'accord. Seulement vous condamnez déjà d'avance. Déjà, c'est pas vraiment. Déjà, vous mettez en jeu vraiment votre crédibilité, pourtant vous avez bien travaillé. Non, pas juste là, je pense pas. Rassurez-vous. La deuxième chose, déjà je mets de côté des gens qui pensent que non seulement vous avez épousé une femme, mais aussi une cause partisane, mais ce n'est pas mon propos. Mais ce que je voudrais, la question que je voudrais vous poser tout de même, après la publication du rapport mapping, par exemple, qui concerne le Congo, et les massacres qui se sont passés là-bas, pensez-vous élargir votre action sur ces victimes également, qui sont des Rwandais, éventuellement même des Congos, quitte même à risquer peut-être de trouver une autre association concurrente qui pourra être créée aussi pour venir en concurrence contre votre association? Voilà, c'est la question que je vous pose. Alors, ma réponse est très simple. D'abord, vous me dites que je défends... Alors, vous m'envoyez des fleurs en magnifiant le combat qu'on mène, et après, vous me parlez de... Parce que j'ai épousé une femme rwandaise, vous me parlez de cause partisane. Qui se disent, non. Pas mes propos. Voilà. Moi, j'ai entendu, oui, parce que vous savez... Il se dit tellement de choses sur le couple Gauthier, c'est pas toujours très reluisant d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas grave, ça, c'est... Attends, j'ai quand même dire. Non, c'est-à-dire, quand vous dites ça, vous le faites exister sur la scène. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine. Vous avez une précaution oratoire, mais qui est de la pure rhétorique. Voilà, oui. Je ne fais pas nier les paroles qui sont. Il existe. Mais vous le ramenez. Si ce n'est pas.
Si vous ne le reprenez pas à votre crédit, pourquoi le faites-vous exister à ce moment-là, maintenant? Si ce n'est même pas votre question. Alors, je réponds. Donc, je réfute évidemment ce terme de cause partisane parce que d'abord dans les dossiers, dans les dossiers qui sont les nôtres, qu'on a constitués, on ne s'occupe pas de savoir qui sont les gens. Il se trouve que par hasard, il y a quand même Claver Kamana, un entrepreneur Tutsi, un grand entrepreneur qui avait sous le temps d'Abiy Limana, qui avait tous les marchés de la région de Kigali et de Gitarama. Bon, donc, franchement, je n'ai pas le sentiment de faire un travail partisan. Et je l'ai dit, et nous le faisons, mais ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, sans haine et sans esprit de vengeance. Maintenant, votre deuxième question. Les crimes qui se commettent au Congo, les crimes du Congo, puisque c'est à cela que vous faites allusion avec le mapping. Moi, ce sont des crimes odieux. Alors, qui ont été commis par l'armée rwandaise actuelle, peut-être. Ce sont des crimes de guerre. Pour moi, personnellement, ce ne sont pas des crimes de génocide, mais ce sont des crimes de guerre et qui sont terribles. Dans la mesure où des innocents, des femmes, des enfants, etc. sont tués, ce sont des crimes odieux. Mais il se trouve que ce n'est pas notre combat. Je pense qu'il y a suffisamment de monde, suffisamment de gens ici en France ou dans le monde, s'ils voulaient s'atteler aux crimes commis au Congo et les dénoncer, ben qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas notre combat. Nous, notre combat, dans nos statuts de l'association, c'est la poursuite des personnes qui sont suspectées de génocide au Rwanda. Donc ce n'est pas notre combat. Et je n'approuve pas les crimes qui sont commis au Congo, qu'ils aient été commis par l'armée rwandaise. Alors maintenant, il faut essayer de voir pourquoi l'armée rwandaise est allée au Congo, c'est pas le lieu d'en discuter. Qu'ils soient commis par les miliciens Maï-Maï, qu'ils soient commis par l'armée congolaise, qu'ils soient commis par les FDLR ou par tous ceux que vous voulez, un crime reste un crime. Et personnellement, ça ne me dérange pas de le condamner. Mais en justice, vous voyez déjà le travail qu'on a avec le peu de monde qu'on est, tout le travail qu'on a déjà, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on est sur ces dossiers et qu'on n'a pas eu de procès. Vous imaginez bien que je ne vais pas me mettre à aller poursuivre en justice les criminels qui commettent des crimes au Congo. Bon. Juste quand même répondre sur un point. Non, il y a juste répondre sur une question rapidement, monsieur. Quand vous accusez Alain Gauthier du de son expression présumée génocidaire, on va quand même demander à l'accusation de prendre les pincettes. Je vais vous dire quelque chose. On va pas demander, moi je ne vais pas demander à celui qui m'a découpé, on va pas me demander de dire qu'il est présumé tueur. Je l'ai vu de mes propres yeux, il m'a tué, il a tué l'ennemi. Je ne vais pas dire, ah écoutez, tant que la justice n'a pas faite, il n'a pas fait. Je l'ai vu, il l'a fait. Si M. Gauthier, et si le collectif de partie civile n'avait pas l'intime conviction que ces gens-là ont commis le génocide, ils n'auraient pas porté plainte. Attendez, parce que là, il faut que ça soit dit. Parce que moi aussi, je suis juriste. Il y a des termes. Moi non. Oui, voilà. Parce que là, je l'ai compris. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de pas juristes. Moi, le mot, ont un sens juridiquement. Tout le monde l'a dit. Mais si la partie civile n'avait pas la conviction, parce que là, il ne s'agit pas de plainte contre ici. Si la partie civile n'avait pas la conviction que la personne contre qui il porte plainte a commis ce dont il lui reproche, alors, je vois pourquoi il fait des Une autre question du public? Oui, c'était quasiment un point d'information à propos de l'implication des Pères Blancs et de l'Église dans ce qui a précédé le génocide et ce qui s'est déroulé pendant le génocide. Il y a la revue Goliath, très vite, qui a publié un excellent dossier énorme et qui peut être consulté. La revue Goliath qui est publiée à Lyon. Qui existe À Lyon. Voilà. Christian Terrasse, c'est mon responsable. Deuxième petite question, point d'information aussi. M. Galabert a oublié de donner le nom de l'auteur allemand qui m'intéresse beaucoup. Victor Klemperer. Victor Klemperer. Ah, ça me dit quelque chose. Je vais le trouver dans ma... LTI, la langue du Troisième Reich.
Question? C'est 3 francs 6 sous chez Pocket. Oui, une question? J'ai oublié un point d'information, excusez-moi. Il y a quand même eu, autour de la revue Kangura ou d'autres revues du même type, des traductions partielles de Mein Kampf en Kinyarwanda, entre autres par un père blanc. Il faut quand même le savoir. Ouais. Ah ben c'est publié par Goliath. Oui, c'est pas ça quand même.